Les titres de ce journal: Ramadan, l'Aïd el-Fitr est célébré dans plusieurs pays africains. Football mondial 2018, le coup d'envoi a été lancé aujourd'hui en Russie. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal du 14 juin 2018. Le croissant lunaire a été observé dans plusieurs pays africains. Ce jeudi marque donc la fin de l'Aïd el-Fitr. Avec l'annonce de la fête ce jeudi, c'est une longue fin de semaine qui se profile à l'horizon. 2 personnes ont été tuées à coups de couteau dans une mosquée de Malmesbury, dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud, par un homme qui a été abattu par la police un mois après une attaque similaire dans un autre lieu de culte musulman du pays. L'Afrique du Sud, qui compte 1,5% de musulmans parmi ses 53 millions d'habitants, peut se prévaloir d'une histoire de grande tolérance en matière de religion. En Syrie, c'est une fin de Ramadan paisible. Pour certains, l'accalmie est révélatrice d'un timide rapprochement entre le régime et les forces kurdes après des années de heurts sporadiques. Les explications de Mamad Djedri. En Syrie, pour la première fois depuis des années, le souk de Hasakeh reste ouvert tard. Pendant tout le mois du Ramadan, un climat de détente inédit dans une ville syrienne divisée. Par le passé, on n'avait rien de semblable, pas de marché de nuit. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est la prospérité. Le marché est ouvert même la nuit, jusqu'au temps du souk. Ce calme inédit ulisse les efforts de médiation entre la communauté kurde et le régime syrien. Par le passé, Damas a toujours critiqué avec virulence l'autonomie de facto arrachée par la minorité à la faveur du conflit qui ravage la Syrie depuis 2011. Ramadan oblige, les rues sont illuminées de lampions colérés, tandis que les taxis jaunes avancent par choc contre par choc, se frayant difficilement un chemin au milieu de la foule. À Gaza, l'Aïd el-Fitr cette année a un goût amer pour nombre de fidèles musulmans. En 2017, l'autorité palestinienne avait réduit les salaires des fonctionnaires à 30% avant de couper les robinets à sec. Depuis, Mahmoud Abbas s'est engagé à rétablir la situation, une promesse qui reste lettre morte. Reportage Edapé. Hani al-Laham, la quarantaine environ, n'a pas perçu son salaire depuis des mois. Sa famille et lui vivent dans une cabane en bordure de mer, dans une banlieue de Gaza, après avoir été expulsés de leur appartement, faute de moyens. Hani al-Laham percevait autrefois 1700 shekels, soit environ 402 € par mois, qui étaient versés par l'autorité palestinienne pour un travail dans le service de sécurité qu'il n'exerce plus. N'ayant reçu qu'une partie de son salaire, cela ne permet même pas de subvenir aux dépenses les plus pressantes de la fête de l'Aïd el-Fitr, ni même de se prendre un logement décent. Depuis, je ne perçois même plus mon salaire. Je n'ai plus d'appartement parce que je ne peux pas payer de loyer ou quoi que ce soit d'autre. Si j'ai un revenu financier, je peux vivre dans un appartement loué, mais faute de travail et de revenus, je suis obligé de vivre sur la plage. Comme Hani al-Laham, environ 60 000 Palestiniens de Gaza sont censés percevoir un salaire versé par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Déjà en 2017, l'autorité a réduit les salaires des fonctionnaires gazaouis de 30% avant de couper le robinet en mars. Depuis avril, Mahmoud Abbas s'est engagé à rétablir la situation. Une promesse restée lettre morte. C'était plutôt un reportage de Brice Guigré. On poursuit en France. L'Assemblée nationale adopte en dernière lecture par une très large majorité de 452 voix contre 80 le projet de réforme ferroviaire qui est au centre de la grève la plus longue des 30 dernières années à la SNCF. Malgré le vote de cette loi, plusieurs syndicats appellent à maintenir la pression. Objectif, peser sur les négociations de la convention collective. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions. Je veux vous dire ma fierté à l'issue d'un débat parfois tonique, un débat de fond qui a permis d'aborder l'ensemble des sujets. Ceux qui dénonçaient un passage en force en sont pour leurs frais.
tous les points de vue ont pu s'exprimer au service de la transparence et de la pédagogie que nous devons à nos concitoyens. En Argentine, ce jeudi, les députés argentins débattent du projet de loi légalisant l'avortement. Des milliers de personnes pour et contre le droit de l'avortement se rassemblent près du Congrès à Buenos Aires. Et pendant que les partisans du texte espèrent un jour historique, les opposants prient avec le soutien de l'Église. Les détails avec Jedidja. La session a débuté hier mercredi aux environs de 14 h dans une ambiance tendue, tant le débat est passionné. Ce même jour, des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées à Buenos Aires pour défendre leur opinion concernant le projet de loi légalisant l'avortement. Je suis venue pour accompagner mes petites filles et pour la décriminalisation de l'avortement, car nous sommes tous maîtres de notre propre corps, donc décidons de ce que nous voulons. La vice-présidente argentine Gabriela Machetti affirme être en faveur de la vie, car ce serait plus progressiste et respectueux. À ce même sujet, le pape François dit ne pas vouloir se mêler des affaires d'État, mais il fait une entorse à ses principes. Il appelle les fidèles catholiques argentins à se mobiliser contre ce projet de loi. Je voudrais dire aux législateurs de ne pas oublier qu'il y a le ciel et aussi l'enfer, et ce sont nos actions qui décident où on va. C'est tout ce que nous faisons dans notre vie qui définit notre éternité. Pendant que les partisans de la légalisation de l'avortement espèrent un jour historique, les opposants, quant à eux, prient avec le soutien de l'Église. Sont des milliers de réfugiés Rohingyas menacés par les pluies torrentielles qui s'abattent au Bangladesh depuis quelques jours. Les détails. Ici, il n'y a rien pour arrêter le vent. La mousson, ce phénomène climatique continue de s'abattre sur les camps de réfugiés au Bangladesh, où vivent près d'un millier de Rohingyas. De brèves pluies ont transformé les chemins en bourbiers, provoqué des éboulements et inondé les zones basses. Pour les réfugiés Rohingyas, il n'y a nulle part où aller, c'est le calvaire. Ça devient grave. On ne peut pas chercher à manger. C'est comme une malédiction. On rencontre des problèmes graves. Le canal déborde et les eaux montent. Beaucoup de personnes se sont blessées en glissant. C'est devenu très dur de recevoir de l'aide au quotidien. Après la guerre et les maladies, les près d'1 million de musulmans Rohingyas en provenance de Birmanie voisine sont aujourd'hui à la merci de ce potentiel dévastateur. Un casse-tête pour le gouvernement bangladais qui essaie tant bien que mal de pallier ce problème. Nous avons estimé que 20 à 50 000 personnes vivaient dans les zones à risque. Nous avons alloué 50 hectares de terre et nous avons commencé à les déplacer. Nous avons déjà déplacé 24 à 25 000 personnes. Cependant, le Bangladesh refuse aussi que les abris précaires soient convertis en habitations en dur et s'oppose à toute mesure qui signalerait une installation dans la durée. Sur les 20 000 réfugiés résidant en zone à risque, à peine 21 000 ont été relocalisés à ce jour. L'Antarctique fond 3 fois plus vite qu'il y a 10 ans. Une étude tire la sonnette d'alarme. Si ce rythme continue, la hausse du niveau des océans pourrait menacer des centaines de millions de personnes dans les zones côtières. On suit. Ces rochers sont nouveaux dans le paysage de l'Antarctique. Il y a une dizaine d'années encore, ils étaient entièrement cachés sous l'épaisse couche de glace. C'était avant que le réchauffement climatique ne fasse son œuvre. J'ai eu l'occasion de venir ici pendant 15 ans et à l'échelle d'une vie humaine, on peut déjà constater les changements que provoque le réchauffement climatique. Le glacier Collins laisse apparaître des rochers que l'on ne voyait pas il y a 5 ou 10 ans. Et c'est une preuve directe du recul de ces glaciers et de la perte de masse. Dans cette base scientifique chilienne, plusieurs dizaines de chercheurs travaillent à mesurer les effets de ces bouleversements sur la flore et la faune locale. Ici, le réchauffement de l'eau a provoqué une prolifération d'algues vertes. Ce chercheur étudie comment les crustacés adaptent leur comportement en conséquence.
Bien qu'elles soient toutes petites, les algues et les micro-algues sont très importantes pour l'équilibre de la chaîne alimentaire. Fournissent des nutriments au reste de l'écosystème et nous savons que la quantité d'espèces dans un même écosystème est très importante pour le maintenir en bonne santé. Et l'étude du réchauffement en Antarctique pourrait aussi donner des outils pour s'y adapter. Sous ces serres miniatures, Marisol Pizarro étudie comment les plantes de l'Antarctique réagissent à une augmentation artificielle d'1 ou 2 degrés Celsius. Son constat, les mousses résistent bien à ces nouvelles conditions. Un atout qui pourrait servir à d'autres végétaux dans le futur. Nous pourrions transférer un gène lié à la tolérance à la sécheresse à une plante commune comme la laitue ou le riz, afin de donner à cette plante la capacité de tolérer la sécheresse. Par conséquent, elle sera moins affectée par les conditions défavorables dues à la diminution de l'eau dans son environnement. À ce jour, la température de la planète a déjà augmenté de 1 degré et l'Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Une course contre la montre pour les scientifiques du monde entier qui travaillent sur le continent blanc. Au Chili, ils n'ont jamais été aussi nombreux à s'y intéresser. Et en rapport avec l'Aquarius, l'Italie ne fera pas marche arrière tant que la France ne présentera pas ses excuses après ses déclarations sur le refus italien d'accueillir l'Aquarius, a affirmé ce jeudi le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio. Les relations entre la France et l'Italie sont au plus bas après des déclarations du président français jugées inadmissibles à Rome et pour lesquelles l'Italie a réclamé des excuses. La présidence du Conseil italien maintient également le suspense sur sa décision quant à la venue à Paris vendredi du chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. Ce dernier est attendu dans la capitale française pour une rencontre avec le président français destiné à préparer un sommet européen fin juin à Bruxelles, consacré en partie à la question migratoire. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire. Le groupe français Orange, opérateur leader de la téléphonie mobile, a dénoncé mardi un nouveau sabotage de ses installations après celui intervenu à la mi-mai en demandant l'aide des forces de l'ordre ivoiriennes. Ces incidents ont entraîné des dysfonctionnements importants, causant l'indisponibilité des services Internet pour plusieurs centaines de clients, dont 80 clients entreprises. Orange Côte d'Ivoire va bénéficier en 2018 de 90 milliards de francs CFA d'investissement dans son réseau, tandis que 100 milliards de francs CFA sont consacrés sur 2017 et 2018 au programme de modernisation du réseau mobile. Le dossier de cette édition est consacré au football mondial 2018. Des dizaines de milliers de supporters de tout horizon affluent dans le centre-ville de la capitale. Le coup d'envoi du mondial de football 2018 en Russie a été donné ce jour au stade Loujniki à Moscou, où a lieu le match d'ouverture de la compétition. La rencontre a opposé le pays hôte à l'Arabie Saoudite. Si la plupart des amoureux du ballon rond ont choisi de suivre les matchs derrière leur poste de télévision, d'autres ont choisi de se rendre sur place pour encourager leurs équipes. En moto, en voiture, en caravane ou même à pied, ces aventuriers sont prêts à tout pour lever haut leur drapeau dans les gradins russes. Le sport le plus joué au monde et qui touche toute la planète, le football, pourrait nécessiter peu de choses, un ballon ou même une simple balle. Loin devant les Jeux olympiques, la Coupe du monde FIFA est l'événement qui attire le plus de téléspectateurs, ce qui génère un énorme marché. Entre prix des joueurs et droits de diffusion, nous vous proposons de suivre cet élément sur l'aspect économique du mondial. La Coupe du monde, probablement l'événement médiatique et sportif le plus important du monde. Son importance ne se limite pas qu'à l'aspect sportif, mais se tend dans le domaine économique avec des importants financements à chaque phase. Les 32 sélections qui prennent part à la Coupe du monde 2018 en Russie se partagent 400 millions de dollars, c'est-à-dire 344 millions d'euros, soit une augmentation de 12% par rapport à l'édition précédente. Le champion du monde empoche 35 millions d'euros, tandis que l'autre finaliste obtient 25 millions d'euros. 22 millions d'euros pour le troisième et 20 millions d'euros pour le quatrième.
Les quarts des finalistes disposent de 14 millions d'euros chacun. Les huitièmes des finalistes, 9 millions d'euros chacun. Et le premier tour, chaque équipe dispose de 8 millions d'euros. Pour sa part, le corps arbitral est rémunéré comme suit. Les arbitres perçoivent 57 millions d'euros pour leur présence en Russie et 2 500 euros par match. Leurs assistants perçoivent, quant à eux, 20 millions d'euros en fixe et 1 600 euros par match. Du foot, mais pas de manifestation. À l'ouverture de la Coupe du Monde en Russie 2018, une batterie de mesures de sécurité et de restrictions ont été mises en place dans les régions des villes hautes. Reportage. La sécurité du Mondial 2018 est un enjeu pour la Russie qui organise sa première Coupe du Monde du 14 juin au 15 juillet. Dans un contexte de violence de la part des hooligans russes, de menaces terroristes et de tensions diplomatiques, les 11 villes hôtes veulent assurer une sécurité maximum aux supporters et aux sportifs. Parmi ces mesures, une police touristique déployée dès le 25 mai autour des stades et des fan zones, capables de parler plusieurs langues étrangères. Dans le métro de Moscou, des portiques de sécurité dans toutes les stations. À Saint-Pétersbourg, des chiens renifleurs d'explosifs dans le métro. En plus du billet, chaque spectateur, russe et étranger, enfant compris, sera doté d'un passeport du supporter ou fan ID obligatoire pour entrer dans le stade. Délivré après vérification que le demandeur n'est pas fiché comme hooligan, ce passeport doté d'une photo d'identité fait office de visa pour entrer en Russie. Dans les stades, les spectateurs passeront par 3 contrôles, des tourniquets métalliques, puis des portiques de sécurité où tous les sacs seront scannés, puis une palpation. De très nombreuses caméras de surveillance veilleront pendant les rencontres. Pour éviter des heurts comme ceux qui ont éclaté lors de l'Euro 2016 en France, entre supporters anglais et russes, la police russe a mené un grand nombre de perquisitions, des arrestations et des enquêtes criminelles. Elle a élargi la liste noire des hooligans interdits de match. La vente d'armes, de munitions ainsi que de substances toxiques sera strictement interdite pendant la compétition. Limitation du droit de manifester et de circuler dans les villes hautes, zones d'exclusion aérienne sont également prévues. Enfin, la Poste fouillera tous les colis envoyés vers les villes hôtes et les sites industriels les plus dangereux seront fermés par crainte d'accidents industriels ou d'actes terroristes. Pour le Mondial 2018, plusieurs innovations sont au chapitre, notamment l'arbitrage vidéo qui va être utilisé lors des matchs. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a choisi de passer à la vitesse supérieure. Un reportage de Konisiaka. Au nombre des grandes innovations de ce mondial dénommé Russia 2018 qui débute jeudi prochain, l'arbitrage vidéo dont l'utilisation est diversement appréciée par les uns et les autres. Cette 21e édition sera la première avec l'utilisation de l'assistance vidéo. Toute chose qui était à l'essai depuis 2016 est déjà utilisée dans quelques compétitions comme la Coupe des Confédérations 2017 ou encore le championnat allemand. C'est fort de ces succès que l'assistance vidéo est adoptée par la FIFA et les fédérations à l'origine des règles du football le 3 mars 2018. Pour Gianni Infantino, président de la FIFA, il s'agit d'une décision préalablement étudiée. Pour la première fois dans la Coupe du Monde à partir de demain, l'assistance vidéo à l'arbitrage sera utilisée par les arbitres. Nous avons commencé avec des textes en masse il y a 2 ans. Nous l'avons fait très sérieusement, très minutieusement avec l'aide de plusieurs d'entre vous et nous en sommes arrivés au résultat qui est bénéfique pour le football. Selon le président de la FIFA, le football doit s'adapter à la nouvelle technologie pour faciliter la tâche aux arbitres qui fournissent déjà des efforts physiques. Nous ne pouvons pas accepter qu'en 2018, que dans quelques secondes, tout le monde à la maison ou même au stade avec un appareil mobile sait en quelques secondes si l'arbitre a commis une grande erreur parce que les arbitres, ce sont des êtres humains, ils peuvent faire des erreurs. Gianni Infantino rassure quant au succès de l'utilisation de l'arbitrage vidéo. À noter que l'utilisation de l'arbitrage vidéo s'appliquera dans 4 cas. Validation ou non d'un but, attribution d'un carton rouge, analyse d'une action pouvant valoir pénalty et identification d'un joueur sanctionné.
Le Maroc n'organisera pas la Coupe du Monde 2026. Le royaume chérifien était l'unique adversaire du candidat nord-américain dans l'organisation du prochain mondial. 4 fois candidat malheureux à l'organisation en 1994, en 1998, 2006 et 2010, le royaume espérait devenir le deuxième pays du continent après l'Afrique du Sud en 2010. A accueilli l'événement pour sa première édition à 48. L'attribution du mondial 2026 au trio USA, Canada et Mexique suscite une grande déception et de l'amertume au Maroc. Un outsider qui a cru jusqu'au bout aux chances de sa 5e candidature à l'organisation d'une Coupe du Monde. Suivons quelques réactions. C'est génial. Je crois que ça va générer un engouement sans précédent et que beaucoup de gens vont se prendre au jeu, à commencer par nous, ma famille et moi. On attend ça avec impatience. La dernière fois, c'était en 1994 et je n'étais pas né, alors ça va être génial. Je suis un grand fan. Au Canada, la majeure partie du pays, il y a de la neige sur le sol pendant 4 à 5 mois de l'année. Alors c'est un peu plus compliqué pour nos enfants de grandir en faisant du foot au sein de leur communauté. Mais je trouve que c'est fantastique. J'espère que ça sera bien pour nous. Le sport, dépassement de soi, le sport est école de vie. C'est avec cette citation d'Aimé Jacquet qu'on clôture ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur A12.